Bonjour. Bonjour tout d'abord. On a entendu effectivement le précédent orateur nous faire une approche très stratégique et tactique. Moi, je voudrais revenir au-delà du sujet qui m'a été confié, de dire que de faire des parallèles ou dire qu'en fait, le terrorisme, c'est mettre la violence comme seul ou unique instrument au service d'une idéologie. C'est ce que l'on voit effectivement. Alors, dans toutes les idéologies, je peux faire un parallèle. On a connu ça en Europe préalablement avec les Brigades Rouges, on a connu ça avec les Brigate Nere en Italie, on a connu ça avec l'IRA, on a connu ça avec l'ETA, qui étaient effectivement des mouvements terroristes. Je ferai un petit clin d'œil et vous le comprendrez bien quand vous avez entendu mon nom. Je pense que le FLNC, le mouvement corse, ne relève pas du même processus. Mais je vous expliquerai pourquoi. Je pense que ce processus de terrorisme, on va effectivement le scinder en 3 étapes. Premièrement, scinder vraiment ce qu'est le radicalisme, ce qu'est l'extrémisme et in fine ce qu'est le terrorisme. Si on s'intéresse au radicalisme, c'est le contexte social qu'il faut prendre en compte. À savoir, c'est les discriminations dont certains individus peuvent avoir conscience ou être la cible. C'est effectivement le manque d'attention à la minorité à laquelle il appartient. Ça induit en fait une privation relative du groupe. C'est une des causes de la radicalisation. Mais on a également d'autres leviers de radicalisation qui ont été effectivement soulevés. Ça peut être l'emprise mentale, ça peut être les troubles psychiatriques. Moi, je ne crois pas à une corrélation directe entre le terrorisme et la psychiatrie. Pourquoi ? Parce que le radicalisme et sa manifestation sociale, qui en est la radicalisation, d'après moi, ne relèvent pas d'une pathologie. Quand bien même certains comportements qui sont induits par cette radicalisation et les passages à l'acte, qui sont de nature criminelle, qui sont de nature mortifère, puissent être assimilés à des comportements psychotiques, voire paranoïaques. Mais mes collègues, tout à l'heure, développeront ça. Deuxième point qui me paraît important, c'est qu'est-ce que l'extrémisme ? C'est la volonté d'accepter le recours à la violence comme un des moyens de faire valoir ses convictions, sans pour autant passer à l'exercice de la violence. Donc là, on a une phase d'endoctrinement qui va être plus ou moins longue, qui va être là en corrélation avec le niveau scolaire ou la désocialisation des individus, donc de leur faiblesse mentale, affective, psychologique. On a également un autre effet qui est l'effet répressif que l'État met en place, qui va en fait conforter ou renforcer ce processus, parce que va désigner en fait un ennemi commun qui est l'État et ses services. C'est un État, un ennemi, nous, les Français, un ennemi qui va être déshumanisé. C'est un État qui va être dénué des valeurs que prône le groupe et dont il ne voit que des acteurs répressifs, et à qui ils vont retirer toute capacité ou toute caractéristique humaine, ce qui va justifier effectivement l'usage de la violence à leur encontre. On ne tue pas un individu, ils tuent ou ils commettent des actes à l'encontre d'un État ou de personnes totalement déshumanisées qui vont à l'encontre de leurs idées. Le terrorisme, c'est plutôt un comportement qui est essentiellement et uniquement violent, qui s'appuie sur une idéologie qui va être partagée par un groupe limité, lequel groupe peut être plus ou moins structuré. Le terrorisme va survenir lorsque l'analyse, avec toutes les précautions oratoires, des conditions objectives de la lutte conduit au fait qu'il n'y a pas d'autre solution ou d'autres possibilités pour atteindre ce but recherché. C'est un phénomène paroxystique dont la cristallisation, c'est effectivement le passage à l'acte. Cette radicalisation, on l'a vu, c'est bien un processus dont les causes sont multiples. Donc, et je reprends un peu les propos de l'intervenant précédent, donc il faut avoir à leur encontre une action qui va être la plus précoce possible, à savoir stopper le processus de radicalisation dès l'apparition des premiers signes. Je voudrais quand même qu'on fasse un focus
et on l'a fait tout à l'heure, sur le terrorisme ou sur la radicalisation djihadiste. Se radicaliser, c'est pas seulement contester ou refuser un ordre. La radicalisation djihadiste, l'objectif, comme disait Thibault de Montbriand, c'est remplacer la démocratie que nous connaissons, pour laquelle effectivement nous nous sommes battus, par une théocratie qui est basée sur la loi islamique, qui est basée sur la charia, en utilisant et la violence et les armes. Donc, la violence, les armes, et également sur la théorie des militaires, c'est-à-dire un travail de sape. Elle suppose donc l'adoption, la mise en place, en ayant recours, si besoin, à la force, je ne suis pas sûr que le si besoin soit nécessaire, d'une idéologie qui va édicter un cadre de vie, qui va édicter des repères stricts, qui régissent l'ensemble des comportements, aussi tant individuels que collectifs. Ces personnes radicalisées, pour eux, il y a deux catégories. Ceux qui adhèrent à leur cause, les frères et les sœurs, et ensuite les autres, les koufars, les infidèles. Eux, ils sont appelés à mourir au nom de cette idéologie, conformément aux préceptes d'Allah. Préceptes d'Allah que l'on voit évidemment dans le Coran après Médine. Est-ce qu'il existe un ou des profils de radicalisés? Je pense que c'est un processus qui est évolutif. Je ne crois pas, moi, à la théorie du basculement soudain. Comme de la même manière, il me paraît erroné de parler de loup solitaire, il me paraît impensable de parler de basculement soudain. C'est effectivement considéré comme des éléments de langage. C'est ce que disait tout à l'heure mon collègue. Des éléments de langage ou de langue de bois, tout simplement pour masquer effectivement peut-être une incapacité qu'ont eu nos services à détecter, à déceler, empêcher les passages à l'acte. Cette radicalisation djihadiste, c'est la conséquence de cheminement. Il n'y a pas d'explication aujourd'hui systématique de ce parcours. Par contre, on peut avoir, et on va déterminer, 3 catégories. Premièrement, les non radicalisés. Elles ne sont pas radicalisées au sens strict du mot. Elles sont inspirées par des motifs idéalistes, humanitaires, romantiques. C'est le mythe du héros qui va terrasser les fidèles ou les infidèles. Là, leur enrôlement va être plus ou moins fort, mais par contre, il peut être assez rapide. Le deuxième point, ou la deuxième catégorie, ce sont les radicalisés identitaires. Ce sont des individus qui sont en rupture avec la société française et les valeurs occidentales. Elles se sentent humiliées, elles se sentent exclues, et font de leur identité, qui peut être communautaire ou religieuse, un refuge autant qu'une solution à leurs problèmes. La radicalisation est lente et la dimension religieuse de celle-ci n'est que partielle. Troisième catégorie qui me paraît effectivement la plus dangereuse et dont on parlait tout à l'heure, ce sont les radicalisés politico-religieux. Pour ces individus, l'idée de la guerre sainte, c'est le projet politique dont l'importance est centrale. Leur identité est essentiellement religieuse. Il n'y a aucun fondement technique, aucun fondement ethnique, aucun fondement national, sauf l'idée d'un État islamique, que moi je n'appellerai pas Daesh, mais que j'appellerai État islamique. Ou plus précisément, l'instauration d'un califat sur les territoires qui sont sous leur contrôle. Pour eux, la charia doit s'imposer au monde. Leur radicalisation, c'est un résultat d'un processus d'idéologisation qui est entretenu par des penseurs djihadistes qui sont formés aux doctrines religieuses, à leur dialectique ou à leur rhétorique. On a des mécanismes complexes qui vont s'entremêler. On a des aspects idéologiques, on a des aspects émotionnels, on a des systèmes de valeurs qui vont rentrer en résonance sans qu'il y ait un séquencement qui soit déterminé ou inéluctable. Mais dans ce processus, il faut bien y rentrer. Quels sont ces premiers pas que l'on a dans ce processus? C'est la conséquence de 2 choses. Soit une rencontre avec une personne qui est liée à la mouvance djihadiste, soit une disponibilité, entre guillemets, mentale, culturelle au discours radical.
Cette rencontre, elle va se faire soit dans des lieux de socialisation. Alors ça peut être physique, ça peut être un club de sport, ça peut être des associations, ça peut être des lieux de prière, reconnus ou non. Ça peut être également dans les prisons. Mais ça peut être aussi virtuel, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes vidéo, sur ce qu'on appelle le darknet. C'est dans ces environnements protégés que ce processus de radicalisation va s'enclencher. La vulnérabilité et la perméabilité au discours va varier selon des critères qui vont être objectifs. Ça va être l'âge, ça va être l'insertion sociale, ça va être le manque de repères, pour ne pas dire l'acculturation, alors voulu ou choisi, ou subi. On a certains traumatismes qui vont être liés également à leur histoire personnelle. Par exemple, ce sont des violences, ce sont des deuils, ce sont des viols, un désir affectif, ce sont des arrestations ou également des séjours qui sont proposés par les différents tribunaux. On a également des critères subjectifs qui, en fait, de dire, au travers de cet engagement, je redonne un sens à ma vie. Je redonne un sens à mon existence. Évidemment, en mettant en péril et mon existence, et surtout l'existence des koufars qui, eux, ne la méritent pas. Donc, on a effectivement, au travers de ce malaise identitaire, ça va conduire à contester tout droit à identité pour les infidèles. On a un passage à l'acte. Ce passage à l'acte, qui est le but ultime de la radicalisation, va supposer effectivement des ruptures avec l'autre ou avec les autres. Et on va essayer d'en parler un peu plus longtemps. On le voit dans le milieu ordinaire, c'est refuser de partager un repas avec des croyants d'autres religions, c'est refuser de mélanger, le refus de mélanger les ustensiles de cuisine, c'est le refus de la mixité. On va avoir des signaux forts et des signaux faibles. On va avoir également des signes émotionnels ou des mécanismes émotionnels qui vont pousser à la violence. On a deux mécanismes qui sont importants, les experts. Le premier dit, effectivement, c'est la théorie du born again. C'est qu'à travers au travers ce discours, l'individu a l'impression de vivre pleinement les croyances du groupe et il va se sentir renaître. Deuxième mécanisme psychologique qui est le phénomène du love bombing. C'est un sentiment d'appartenance au groupe qui est né de l'accueil chaleureux qui est reçu par les nouveaux membres, et tous ces ressentis, toutes ces aspirations vont favoriser le passage à l'acte. Ils vont prédisposer à la révolte. De ce fait, cet apprenti djihadiste, parce qu'il n'a pas encore commis l'acte, il pense que sa cause est juste. Il accepte de s'engager et son adhésion devient inconditionnelle. Cette révélation, cette renaissance, il doit les manifester par des actes forts qui prouvent sa foi, qui prouvent sa détermination, qui vont conforter l'honneur d'avoir été choisi et accepté par cette nouvelle famille et qui vont attendre un témoignage, excusez-moi le terme, mais éclatant de son engagement, dans tous les mauvais sens du terme. Ces radicalisés identitaires, le processus, pour ces radicalisés identitaires, ce processus part au départ d'une humiliation qu'ils vont tenter d'effacer. De l'humiliation, on va passer à la blessure. De la blessure, on va passer au ressentiment. Et in fine, on va arriver au dépassement de ce ressentiment, au travers de deux formes. Soit une position de vindicte, qui est une attitude positive, qui est de dire « je veux essayer de m'en sortir par le haut », soit effectivement par un caractère vindicatif qui va traduire une idéalisation de soi, qui va en adoptant la figure du vengeur, vengeur de Dieu et vengeur pour Dieu. Et donc atteindre un double objectif, la pureté religieuse et le militantisme grandiose. Prenons deux exemples. Les jeunes gens qui ont effectivement commis ces actes. Pour eux, deux personnes sont importantes. Le prophète, parce qu'effectivement, il a révélé la religion, et eux, parce qu'effectivement, ils ont sauvé l'islam. Prenons le cas des jeunes filles qui sont parties sur les théâtres d'opération en OPEX ou en opération extérieure. Elles ont eu un passé difficile.
quelques-unes d'entre elles, on va dire, ont tourné dans les caves des cités. Et aujourd'hui, en allant sur ces théâtres d'opération, elles vont essayer d'atteindre la pureté religieuse, qui est un des préceptes reconnus par l'islam. Cette idéologie, elle est portée par des discours de différentes sortes, des discours communautaristes, des discours identitaires, des discours victimaires, c'est-à-dire qu'on ressent une agression contre la communauté musulmane, contre la Oumma. C'est également des thèses complotistes, c'est également des thèses antisémites. Il existe d'autres signes, des signes parfois peu visibles et signaux faibles. Quels sont ces signes? Il y a un tableau que je ne ferai pas l'injure de vous lire, qui est le tableau de synthèse des indicateurs de basculement. Il n'y a pas de profil type. On a quelques éléments. C'est par exemple si la personne se désintéresse soudainement de son travail ou de son école, se retrouve en position de décrocheur, si elle rompt ses relations avec ses amis, voire sa famille pour ne fréquenter que ses nouveaux amis, et maintenir à son corps défendant ou esprit défendant une situation de dépendance psychologique et de soumission. Si elle s'enferme dans des raisonnements complotistes ou extrémistes, également si elle adopte un système de vie ou un style de vie vestimentaire, alimentaire, interrelationnel, culturel et en même temps cultuel, qui est en décalage avec son mode de vie initial. Si elle va légitimer évidemment l'usage de la violence pour défendre une cause, une idéologie, si elle s'en fait le prosélyte, si elle essaye de convaincre ses amis d'avant sa mutation ou d'avant sa conversion. Mais l'observation de ces indicateurs de basculement, on a des indicateurs qui prônent la rupture, d'autres sur l'environnement personnel de l'individu, d'autres sur la théorie, d'autres sur les techniques. On a, pour en finir, 3 types d'indicateurs. Des indicateurs qui sont non significatifs. C'est argumenter avec ferveur pour défendre ses convictions, c'est exprimer son identité avec des signes extérieurs, c'est prendre position ou militer pacifiquement pour défendre une cause, c'est afficher un intérêt marqué pour l'actualité nationale ou internationale. Par exemple, pour légitimer l'action à venir, c'est légitimer au travers du conflit au Moyen-Orient. C'est exprimer une volonté de réintégrer ou d'approfondir une pratique religieuse ou politique. C'est adopter de nouvelles croyances qui va à l'encontre du vivre ensemble. Des indicateurs qui, eux, sont préoccupants. C'est d'adhésion à des thèses ou à des théories complotistes ou conspirationnistes. C'est un discours de vérité absolue, paranoïaque, antisocial, antisémite, antimaçonnique, anti-religieux pour les autres religions révélées. C'est l'obsession de la fin du monde ou d'un discours messianique. C'est l'isolement des amis et évidemment la fréquentation exclusive de ces nouveaux amis avec qui, effectivement, on partage des valeurs communes. Ce sont des comportements sociaux qui excluent effectivement la fréquentation des koufars, c'est-à-dire les ennemis, les infidèles. C'est une fragilité psychologique, c'est une déstructuration familiale et évidemment des antécédents judiciaires. Le 3e niveau d'indicateurs, qui sont effectivement les indicateurs qui sont très préoccupants, c'est la rupture professionnelle, scolaire ou familiale. C'est la légitimation de la violence. C'est un discours déshumanisant à propos d'autres groupes ou des individus, où ils n'ont pas conscience de détruire un homme, puisque vous savez, le prophète l'a dit, si vous tuez un homme, vous tuez l'humanité. C'est à partir du moment où vous les déshumanisez, il est tout à fait normal de mettre fin à leur existence. C'est la consultation de sites ou de forums radicaux. C'est plus grave, c'est la stratégie de dissimulation des croyances religieuses et des signes d'appartenance. C'est la phase ultime pour moi de la radicalisation. C'est se rendre le plus anonyme possible à des fins de prosélytisme et de commettre des actes violents sans attirer l'attention de son entourage et des pouvoirs publics. C'est aujourd'hui le mode de vie qui est enseigné et prôné par les prédicateurs salafistes en Grande-Bretagne. C'est la théorie du double discours,
Lorsque l'on voit, alors on va l'appeler un philosophe, politologue, théoricien comme Tariq Ramadan, qui a un discours très poli lorsqu'il intervient en France sur Antenne 2 et que l'on retrouve effectivement en Suisse, ensuite avec des discours, un prêche prônant la haine et le djihad, c'est exactement ça le problème. Je le répète, pratiquer assidûment une religion, fût-elle exclusive, ne signifie pas forcément tomber dans la radicalisation. Et la grande majorité des musulmans qui vivent en France, je le dirais, Dieu merci, n'est pas tombé dans la radicalisation. En conclusion, très rapidement, les attentats qui ont frappé la France et qui vont malheureusement encore nous tomber dessus, et l'Europe, le départ de plusieurs milliers de jeunes sur les zones de conflit, Mali et théâtre Irak, Syrie, ont propulsé la radicalisation et la déradicalisation au centre du débat. Ils ont également, et là permettez-moi un mot d'humour, ils ont aussi déclenché une effervescence institutionnelle. Des lois, des circulaires, des plans d'action, des financements, des modules de formation qui ont mobilisé la police, les services sociaux, l'école, les prisons, la diplomatie, les acteurs communautaires ou religieux, ou encore les collectivités locales, ont vu le jour en un temps très court. Des milliers d'agents aujourd'hui consacrent tout ou partie de leur activité à détecter, à signaler, à comptabiliser, à surveiller, à poursuivre ou en prendre en charge des individus dont les comportements, les attitudes ou les actes ont été classés dans ce registre. Au point, et j'en terminerai là, au point qu'un officier du renseignement souligne, non sans malice, il y aura bientôt plus de gens qui vivent de la radicalisation que de radicalisés. Merci beaucoup.